Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois dans Antipop Anne-Fleur Andrelli. C'est la créatrice de French Expat, Génération Podcast, L'Effet Papillon et plein d'autres. Une serial podcasteuse. Mais pas que. Dans le métier, Anne-Fleur a une réputation. Au croisement entre Shiva et Wonder Woman. Non seulement elle bosse en parallèle sur plusieurs podcasts, mais Anne-Fleur est aussi l'une des rares podcasteuses que je connaisse qui peut me dire en toute tranquillité « J'ai déjà tout planifié pour les 6 mois à venir », en mode « pépouze la meuf ». Donc j'ai voulu inviter Anne-Fleur pour creuser son secret de l'organisation en béton et t'en faire profiter par la même occasion. Avant de te laisser profiter des conseils de Anne-Fleur, j'ai une confession à te faire. Cette interview, pour te dire, on l'a enregistrée fin mars. Ouais, il y a 7 mois. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier l'épisode ? Figure-toi que je faisais du ménage sur mon ordinateur et j'ai tout simplement supprimé toutes mes pistes de mon échange avec Anne-Fleur. Mais quel talent ! Bon, en tout cas, 2 choses positives en sont ressorties. Premièrement, ça m'a obligée à améliorer mon process de post-production pour pas que ça arrive à nouveau. Et deuxièmement, grâce à Anne-Fleur qui m'a envoyé sa piste enregistrée en parallèle, j'ai pu retomber sur mes pattes et tester un format un petit peu différent. Tu vas voir. C'est ça aussi la créativité, je me dis, composer avec de nouvelles contraintes. Allez, bonne écoute. Bon Anne-Fleur, à toi, je te laisse te présenter plus en détail. Qui je suis ? Donc, je produis des podcasts depuis 2019. À la base, comme beaucoup finalement de gens qui travaillent dans le monde du podcast aujourd'hui, c'est une reconversion professionnelle. À la base, je suis ingénieure dans le biomédical, donc pas grand-chose à voir. Et en 2019, j'ai eu envie de me rapprocher finalement de gens qui avaient des trajectoires de vie un peu... Je sais pas si c'était similaire, mais en tout cas, qu'il y avait une partie commune qui était celle, en fait, de se dire qu'on avait quitté la France, qu'on était parti vivre à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier podcast natif qui s'appelle French Expat, qui existe toujours aujourd'hui. Et voilà. Donc, je produis plusieurs podcasts natifs pour moi, pour des clients. J'y prends beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup de chance puisque depuis presque 2 ans, c'est devenu mon travail à temps complet. Et donc en fait très rapidement je me suis dit que j'aimerais trop en fait que ce soit mon métier, j'adore ça, mais en même temps j'avais je pense l'humilité de te dire un énorme complexe de l'imposteur, je suis pas journaliste du tout, il y a plein de choses que je sais pas, est-ce que je suis légitime finalement d'essayer de me lancer et d'essayer d'en vivre. Donc ça c'était le premier point. Je faisais quelques petites choses comme ça, par-ci par-là, des petites piges, faire un peu de montage pour quelqu'un, et j'étais très contente en fait d'en tirer un petit revenu annexe, mais clairement voilà, c'était pas ça qui allait me payer les factures. Ouais, je vois, l'histoire commence très classiquement. Anne-Fleur occupe un boulot dans la lignée de ses études et un jour par hasard, elle met le doigt dans l'engrenage du podcast. On l'a toutes vécu. Et ce hobby prend de plus en plus de place. D'expérience, ce genre de situation, ça peut durer très longtemps. Et parfois, il faut un intervenant extérieur pour créer la bascule et se jeter à l'eau. Je le sais par cœur parce que moi, je dois mon changement de vie à un pote, Nico, on lui fait coucou, qui m'a convaincu lors d'une soirée de pas attendre pour quitter mon CDI, quitter Paris, rejoindre Barcelone et me lancer comme entrepreneuse, et de le faire non pas dans les 6 mois, mais dans les 3 mois. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reviendra peut-être une autre fois. Revenons à Anne-Fleur, car tu as bien entendu, aujourd'hui, elle est podcasteuse à plein temps. Ça a pu se réaliser, ce rêve, grâce à 2 personnes qui lui ont fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Alors, ça a été une succession d'événements que j'avais pas du tout vu venir, mais qui m'a permis en fait de faire ce switch. En fait, il y a eu une grosse
il y a eu 2 choses qui se sont passées quasiment en même temps. La première, c'est que j'arrivais en fait à la 100aine d'épisodes dans French Expat. Et je commençais à me demander, avec mes moyens, c'est-à-dire mes connaissances, mais aussi mes moyens financiers, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de plus ? Parce que je peux pas y dédier plus de temps, je peux pas... Il y a un moment où mon mari va tirer la tronche si je mets toutes nos économies dans le podcast. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer plus, en fait, pour continuer à faire évoluer ce podcast, qui reste stimulant pour moi, mais aussi pour mes auditeurs et auditrices. Et j'étais en fait dans un call avec Emmanuel Saint-Martin, qui est le fondateur de French Morning aux États-Unis, un média en ligne pour les Français, en fait, notamment en Amérique du Nord. Et je lui je lui pitchais des piges podcast, donc des articles de curation de podcast, etc. Et bon, ça se passait bien, mais on commence à parler un peu de ce que je fais à côté. Et donc, je lui parle de French Expat et je lui parle en fait de mes doutes. Et je lui dis, bah voilà, je sais pas en fait trop où ça va aller. C'est possible que j'arrête finalement après le 100e épisode. Le podcast avait presque 2 ans. Ça me paraissait pas déconnant. Et en fait, là, il m'a dit, mais... Et si on le produisait avec toi en fait ce podcast ? Et si donc ouais et enfin je veux dire de manière très 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 concrète et si on te payait finalement pour le produire et que nous on le publie sur le site de French Morning quoi. Et ça a été une opportunité assez inespérée finalement tu vois de se dire waouh en fait il y a moyen de rendre ce projet durable d'apprendre en fait en travaillant avec une rédaction. C'est que des vrais journalistes, tu vois, des journalistes diplômés. C'est beaucoup la rédaction de French Morning, c'est beaucoup des correspondants pour des journaux français en fait établis à l'étranger. Donc j'apprends énormément et aussi finalement de pouvoir y dédier un petit peu plus de temps, de pouvoir travailler avec un ingénieur du son pour pouvoir développer ce projet-là. Donc premier waouh, ça a été ça. Et en fait, en parallèle, il y a eu une réorganisation dans mon département. Je bossais dans une université à Boston à l'époque, et je faisais en fait du forcing pour partir sur un poste plus multimédia. Sans donner tous les détails, en gros, on m'a dit oui. Et puis finalement, on voulait quand même que je reparte sur un poste qui me branchait pas trop. J'ai essayé de le faire parce que y a une réalité financière. Voilà, c'est un peu flippant, c'est un peu étourdissant de se lancer comme ça. Et puis finalement, voilà, ça s'est pas complètement fait, ce qui fait que je suis restée un petit peu. J'ai dû continuer, je sais pas, 10-15 heures par semaine avec eux. Pour en fait ensuite arrêter la mission. Ce qui fait que ça m'a permis finalement de j'aime pas trop les anglicismes mais de phase out, tu vois, mon job tout en n'étant rémunérée par French Morning et donc en ayant de plus en plus de temps. En parallèle, comme je suis un peu une frileuse et que j'aime bien prendre des risques, mais une fois que je suis devenue maman, je suis comme devenue un petit peu plus raisonnable parce que j'ai une réalité qui est je dois payer la crèche, etc. J'ai passé mon fils à mi-temps à la crèche en me disant bon, s'il y a quoi que ce soit, je peux encore payer la crèche. Enfin voilà, je voulais assurer un petit peu le coup. Et voilà, et c'est comme ça en fait que ça s'est fait. Et ça a été assez rigolo parce que je venais juste de lancer mon site web et en fait à ce moment-là, tu as eu un petit alignement des planètes quoi. T'as eu French Morning, t'as eu le MIT qui s'est passé comme ça. Et puis j'ai une de mes premières clientes qui m'a écrit en me disant écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire et réaliser tel podcast. Est-ce que ça te tente ? Et j'étais en vacances dans le Perche à l'époque, je dis mais comment vous m'avez trouvé ? Et elle m'a dit je sais pas, j'ai tapé ça, t'étais le premier sur Google. Je dis comme quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Waouh, c'est ce qu'on appelle un alignement des planètes, dis donc. Bon, pour préciser, Anne Fleur, elle a beaucoup bossé pour que ça se produise cet alignement des planètes. Ça lui est pas tombé tout cru dans la bouche. 100 épisodes sur son podcast French Expat, avant d'être contactée. Un site internet assez bien pensé pour apparaître en premier sur Google. Ça aussi, c'est du boulot. C'est pas sorti de nulle part, ces opportunités. Quand on commence en autodidacte et en solo, un projet, ça doit être un gros changement d'intégrer une équipe de pros et continuer à développer son podcast. Et donc du coup, j'ai demandé à Anne Fleur, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec French Morning ?
En particulier, je crois que c'est mes angles sont beaucoup plus précis. Disons que si tu veux, si tu regardes... En fait, c'est marrant, si tu regardes l'identité, le contenu de French Expat, qui en est là à sa 4e saison, donc depuis son lancement à aujourd'hui, je pense que tu vois progressivement mon évolution, ce que j'apprends, ce que j'essaye aussi, les questions que je me pose. Et tu vois, genre les premiers épisodes, c'était des interviews à 360. En gros, t'es expat à l'étranger, faisons le tour du truc et essayons de comprendre. Enfin, tu vois, voilà, qui t'es vraiment, et puis on raconte tout. En saison 4, donc la saison actuelle, on trouve un truc, si tu veux, sur lequel on veut vraiment partir, quitte à, en fait, avoir cette conversation à 360 au moment de l'enregistrement, parce que je suis curieuse et parce que ça m'aide aussi à mieux comprendre la personne à qui je vais parler. Mais au niveau de mon montage, je vais resserrer mon angle pour vraiment répondre à une question et remplir un peu la promesse implicite en fait que je fais à mes auditeurs quand je mets un titre, je sais pas, je crois que le premier épisode de la saison 4, c'était l'avortement aux États-Unis, juste après l'abrogation de l'arrêté Roe v. Wade. Et Justine, la personne que j'ai interviewée, m'a parlé, si tu veux, de son histoire d'expatriation, mais moi j'ai décidé de la résumer en quelques phrases, en essayant de lui rendre justice. Bien sûr, j'ai pas autant de nuances qu'elle, mais du coup de resserrer à fond mon angle et de dire ok, voilà, je vous ai dit qu'on allait parler de ça, on y va quoi. Donc ça c'est la première chose. Et puis je crois que la deuxième chose c'est d'assumer. Je réfléchis à comment le formuler, excuse-moi. En fait, l'exemple que j'ai en tête, c'est un épisode qui date de, je pense, décembre 2021. En fait, depuis que j'ai lancé French Expat, je reçois des messages me disant « Oh, mais les expats, le mot expat, c'est un mot de riche blanc, ce qui est pas faux. Voilà, j'aime pas ce mot-là, etc. etc. » Le truc, c'est que changer un nom de podcast, c'est pas toujours évident. On a beaucoup de SEO, on a plus de 200 épisodes qui sont sortis, etc. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire des recherches pour essayer de dire, OK, comment est-ce que je peux justifier mon truc ? Est-ce que, à l'issue de ces recherches, on va se rendre compte que c'est obligé, il faut absolument qu'on change le nom ou pas ? Et donc, je me suis interrogée, tu vois, sur l'étymologie. Je suis allée parler avec un sociologue. Je suis allée parler, avec plusieurs personnes, si tu veux, qui pouvaient m'aider à comprendre le phénomène de l'expatriation et le mot, en fait, en lui-même. Et je l'envoie, je fais pas valider souvent, même quasiment jamais mes épisodes par mon rédac chef, mais j'étais pas complètement à l'aise, donc j'envoie à Emmanuel cet épisode et il me dit écoute, c'est bien, mais je pense qu'il faut que tu te mouilles. Et je pense qu'il a complètement raison, si tu veux. Il fallait que je me mouille et que comme la manière en fait dont je t'en parle maintenant, c'est j'ai des interrogations. Il faut que j'embarque finalement, si tu veux, ces auditeurs. Et lui, en gros, il me dit mais ton thème, ton angle, c'est pourquoi est-ce que personne ne peut blairer les expats ? Et enfin bref, tu vois, et ne pas rester trop généraliste. Et bref, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, 2 exemples auxquels je pense. En début d'épisode, je t'ai dit que toutes les personnes qui ont bossé avec Anne Fleur valorisent ses compétences d'organisation. Mais j'ai oublié de te dire un truc. Cette réputation n'est pas partagée par tout l'entourage de Anne Fleur. Certaines personnes qui la connaissent depuis longtemps seraient pas tout à fait d'accord avec cette réputation et même un petit peu étonnées d'entendre ça. Papa, maman, écoutez s'il vous plaît. J'ai pas dit à mes parents que je faisais cet épisode, mais il faudra absolument qu'ils l'écoutent parce que je pense qu'ils vont, mais il faudra qu'ils soient assis si tu veux, parce que je pense qu'ils vont pleurer de rire. Parce que on est 5 enfants, je suis l'enfant le plus désorganisé de la planète. Donc voilà, ouais, donc comme quoi, faut jamais dire jamais. Alors là, je suis bien d'accord avec toi. L'organisation, c'est pas forcément inné, ça se travaille. On en est la preuve, toutes les deux. C'est un peu ce que je vous partageais d'ailleurs dans l'épisode précédent par rapport à ma propre expérience. Mais revenons à nos moutons, Anne Fleur. Maintenant qu'on connaît ton passé, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette passion pour l'organisation ? Je me suis découverte, je pourrais pas dire une passion pour l'organisation, mais en fait, j'aime pas travailler dans le rush. Et je pense que mon erreur numéro 1, ça a été, et ça l'était déjà même avant le podcast, c'est de vouloir absolument en fait tester toutes les plateformes
dans leur globalité, au lieu de tester, je sais pas, genre une caractéristique de la plateforme et dire tiens, ok, ça pourrait coller, et si je migrais vers ça. J'ai essayé en fait de migrer tout mon truc, donc ça prend un temps colossal. Et puis il y a un moment en fait où du coup en fait tu passes ta journée à mettre à jour 72 plateformes de gestion de projet et t'avances pas en fait. Donc je pense que c'est peut-être été mon erreur numéro 1 en fait, c'est d'essayer. Je veux dire, on s'en fout finalement en fait d'utiliser la même plateforme que tout le monde, du moment qu'on a un outil qui nous va bien, qu'on connaît bien, qu'on sait, je sais pas si c'est automatisé, qu'on sait mettre à jour facilement, enfin bref, qui s'adapte vraiment à notre cas d'usage. Je pense qu'en fait c'est suffisant. Et donc je pense que mon erreur ça a été d'essayer de dire ok, je sais pas, j'en sais rien, Élise et Anne-Claire utilisent à fond Notion, faut absolument que je m'y mette. Non, c'est pas grave en fait, tu vois, j'ai des outils qui me vont bien. Oh oui, je vois tout à fait ce dont Anne Fleur parle. Dans le jargon, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant. C'est pour décrire une tendance qu'on peut tous avoir à se jeter sur une nouvelle méthode, un nouvel outil parce que c'est nouveau tout simplement, ou parce que c'est à la mode et que tout le monde en parle. Moi-même, dans le passé, j'étais victime de ce syndrome. Et comme Anne Fleur, j'ai appris à en sortir en me faisant confiance et en mettant un cadre pour tester dans la durée les méthodes que j'intégrais, pour éviter de partir dans tous les sens. Et donc Anne Fleur, raconte-nous à quoi ça ressemble ce fameux outil qui te va bien. Alors moi, la manière dont j'ai procédé quand je vais te prendre l'exemple de French Expat qui est le premier que j'ai lancé. Je suis partie en fait d'un outil que je connais, qu'on connaît tous à peu près par cœur. C'est un fichier Excel, mais tu sais sur Google Doc, donc je sais plus comment ça s'appelle, Google Sheet ou un truc comme ça. Et très simple quoi. J'ai fait un onglet saison 1, nom de la personne, date, numéro d'épisode et ville, je crois à l'époque. Donc en gros j'avais 4-5 colonnes. Aujourd'hui j'en ai. Ça va jusqu'à quand même. Ça va jusqu'à la colonne AB, donc il y en a plus que 26. En fait, moi, j'ai pris le parti de partir peut-être sur un outil qui peut paraître un peu daté pour certains, mais de le faire évoluer en fait avec ce que j'apprenais. Parce que honnêtement, quand j'ai lancé French Expat, je savais pas quels étaient tous mes besoins. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai découvert, j'ai mis en place des process au fur et à mesure. En fait, j'ai rajouté beaucoup plus de critères au fur et à mesure. Quand je mets à jour un critère, j'ai mis en place des automatisations qui font que, ok, j'ai fait une petite croix dans ce tableau, donc j'automatise un truc et ça, à l'époque, je travaillais avec des copines qui me donnaient un coup de main sur ce podcast que je salue parce qu'elles m'ont énormément aidé au début. Et donc, ça a envoyé, je sais pas, un message sur Slack en disant, ok, Anne Fleur a enregistré tel épisode, tu peux aller remercier l'invité ou tu peux aller chercher les photos ou tu peux aller, enfin, tu vois. Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça progressivement à mesure que je me rendais compte. Je pense qu'en fait, la question numéro 1 que je me pose maintenant, c'est où est-ce que je m'amuse le plus et où est-ce que je suis le meilleur? Ça, je le garde, je continue de le faire. Et tout le reste, est-ce qu'il y a des moyens d'automatiser ça un petit peu, d'y passer un petit peu moins de temps parce que je suis pas la meilleure sur Terre et qu'il y a des gens qui font ça très bien ou des plateformes qui font ça très bien. J'adore cette philosophie. Pour moi, c'est le conseil numéro 1 pour ne pas se noyer dans sa to-do list. Il faut repérer dans toutes les tâches qu'on a à faire ce qui est récurrent et ce qui peut être automatisé. D'ailleurs, j'en parlais dans le tout premier épisode d'Antipop. Je t'invite à l'écouter si ça te dit rien. Une autre approche, ça pourrait être aussi de déléguer ou bien d'être plus minimaliste. Mais je me dis que je vais peut-être creuser ces idées dans un prochain épisode à venir. Bon, et donc ce méga tableau qui centralise tout, c'est ça la clé de ton avance, Anne Fleur ? Ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que j'ai à faire cette semaine pour ce podcast-là, de ce que j'ai à faire, je sais pas, de ce que j'ai à prévoir dans le mois qui vient. Est-ce que j'ai besoin de trouver un prestataire qui va pouvoir m'aider sur tel point, etc. Je crois qu'un élément clé de mon organisation, c'est que j'ai un jour qui change, hein, c'est pas les mêmes jours forcément toutes les semaines ou tous les mois, mais j'ai un jour ou une demi-journée plutôt. J'ai pas des journées entières, mais une demi-journée que je vais dédier à tel projet, à tel podcast, etc. Et ça m'aide énormément en fait à être plus vive et à savoir un peu où je vais.
Et est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises ? Vas-y, raconte-moi. Cet outil unique, je le relie beaucoup à Slack, qui me permet de rester organisée, même sur des projets sur lesquels je travaille toute seule. Pour te donner l'exemple de French Expat, j'ai je sais pas combien de chaînes j'ai dessus sur le Slack, mais j'ai des trucs qui sont un peu généraux, je sais pas, le suivi des avis. Je reçois une notification automatique sur Slack me disant tiens, t'as un nouvel avis sur Apple Podcast, etc. Ça évite d'y aller regarder tous les jours. En étant basé à l'étranger, c'est cool parce que j'ai pas Apple Podcast France. J'ai une chaîne par épisode en fait. Dedans, je vais tout mettre. Je vais aller taper mon intro, je vais aller taper mon texte de réseaux sociaux, je vais aller, je fais mon réel ou mon petit visuel, je vais le mettre dedans. Je peux me faire une to-do list en disant ok, d'ici la semaine prochaine il faut faire ça. C'est aussi là-dessus que j'échange avec Alice Krief, qui est l'ingénieur son avec laquelle je travaille. Zapier qui est super, qui permet, en fait c'est une plateforme qui permet en fait de créer des séquences d'automatisation sans coder une ligne de code. Donc on choisit l'élément déclencheur parmi une liste d'applications, donc par exemple Google Spreadsheet, mais ça peut être Slack, ça peut être plein de choses. Et on choisit en fait quand tel événement se passe, c'est du code sans être du code quoi. C'est quand tel événement se passe, qu'est-ce qu'on doit déclencher. Et puis on peut même créer des séquences quoi d'automatisation. Je crois que tu peux avoir, je pense, 3 process automatisés gratuitement ou un truc comme ça avec Zapier avant d'avoir à t'abonner pour avoir un truc payant. Donc il y a des options, il y a du freemium et c'est cool quoi. Ça permet de tester. Waouh, l'alerte pour indiquer qu'on a un nouvel avis iTunes, j'en avais jamais entendu parler. Chapeau. D'ailleurs, comment t'as eu cette idée, Anne-Fleur ? En fait, tu peux aller sur Slack, fouiller dans les applications de Slack. Et donc, en fait, c'est ce que je fais. Et je le fais, je pense, encore régulièrement, peut-être 2 fois par an, où je vais éplucher parce qu'il y a des nouvelles applications qui sont ajoutées régulièrement. Et je regarde, ok, il y a des trucs qu'on peut mettre en place. Par exemple, les avis iTunes, je crois pas qu'ils soient connectés à Zapier. Je crois que c'est un truc directement dans Slack. Ça s'appelle My Podcast Reviews. Je peux en fait le mettre en place directement via Slack. C'est un truc que j'ai réalisé en discutant avec Anne-Fleur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour être organisé. On a souvent ce fantasme qu'il faut aller chercher des outils bien sophistiqués, avec intelligence artificielle à tous les étages. Mais non, en fait, un gros tableau, bien construit, patiemment, sur mesure, en fonction de ses besoins, analysé au fur et à mesure, finement, là où notre process peut être simplifié grâce par exemple à l'automatisation et testé au fur et à mesure des nouveautés avec curiosité, voir si ça s'intègre bien dans notre organisation. En fait, c'est ça la clé. Ça paraît simple, mais en fait, justement, c'est la simplicité qui est super puissante dans le cas de Anne-Fleur. Et la preuve, elle a 6 mois d'avance. Donc je récapitule. Pour l'instant, on a un grand tableau sur Google Spreadsheet connecté avec Slack. Est-ce qu'il y a autre chose qui est essentielle dans ta façon de t'organiser, Anne-Fleur ? Vas-y, raconte-moi. En fait, tous les dimanches soirs, ça me fait du bien en fait de savoir à quoi m'attendre pour la semaine. Et je suis assez visuelle, donc je t'ai dit que pour moi, j'ai pas envie d'avoir 15 outils, mais j'ai quand même un outil visuel. C'est un grand tableau blanc dans lequel en fait j'ai tous les podcasts ou les projets sur lesquels je travaille. Mais en gros, tu as le to-do, donc à faire, doing en cours et done fait. Et en fait, j'ai un petit post-it avec chaque projet dans chaque podcast. Si les podcasts sont plus écrits, plus réalisés, je détaille plus d'étapes. Mais pour des podcasts comme French Expat ou Génération Podcast, j'ai un post-it par épisode et je le bouge de to-do parce que je vais bientôt le faire ou c'est mon objectif du mois. Et donc en cours ou complété. Et donc en fait, une fois par semaine, le dimanche soir, généralement, je fais un point de tout ça. C'est assez satisfaisant de voir les post-it qui se décalent vers la droite. Et à mes clients, je leur fais un point. Et ça me permet en fait aussi, en faisant ce petit point par mail, de m'engager en fait aussi, de dire ok, dans les 15 prochains jours, vous devriez avoir, je sais pas, tel épisode, enfin moi tu vois.
je pars souvent du principe qu'il faut... en anglais, on dit under promise et over deliver. J'imagine qu'il y a un équivalent en français qui se dit très bien, mais ne pas trop promettre et surprendre dans la livraison du projet. Et voilà. Donc c'est un peu ça mon petit process pour faire le point, pour voir où j'en suis. Et comme tu dis, en fait, plus il y a de trucs à gauche dans un des projets, donc dans la colonne à faire, plus je me dis bon, ça n'avance pas. Il faut que je mette un petit coup de turbo là-dessus. Génial. Je rejoins à 100% Anne-Fleur sur cette bonne pratique de gestion client à noter dans un coin. Bon, allez, on arrive à la fin de cet échange et j'ai demandé, comme souvent, à Anne-Fleur de nous donner un conseil pour celles et ceux qui voudraient à leur tour construire une meilleure organisation en suivant les principes qu'elle nous a partagés durant cet épisode. On l'a un petit peu évoqué, pour moi c'est centraliser tout au même endroit. Parce que pour avoir cette vision d'ensemble qui permet d'avancer, j'ai vraiment besoin d'avoir toutes les informations au même endroit. Ça va permettre d'identifier là où on est potentiellement à la bourre, là où on a besoin d'aide aussi, parce que c'est pas du tout une tare d'avoir besoin d'un coup de main sur un aspect de notre podcast. Mais en même temps d'avoir cette vue à moyen terme, de se dire ok, où est-ce que je vais, est-ce que j'en suis loin, est-ce que j'en suis pas loin, enfin bref, moi ça m'aide énormément à me projeter en fait, cette vue très globale. Un seul document de suivi, peu importe celui que vous choisissez, mais que vous pouvez faire évoluer avec le temps, avec vos besoins, avec les besoins de votre podcast. C'est hyper tentant de tester plein de choses, mais je pense qu'il faut pas que ça nous fasse perdre trop de temps finalement à mettre à jour 1500 tableaux. Donc voilà mon conseil numéro 1. Bon, et pour finir, Anne-Fleur, dis-nous quelle est la ressource que tu conseilles pour tous ceux qui nous écoutent. Une ressource que j'adore conseiller, c'est un roman graphique, et il me semble que tu l'as lu aussi, Anne-Claire, c'est Out on the Wire, qui raconte en fait l'histoire de This American Life, par Ira Glass, et j'oublie toujours le deuxième nom, mais donc qui est en fait, alors quand je dis c'est un peu les pieds sur terre américain, on me dit oh là là ça va pas, mais c'est un peu les pieds sur terre américains au sens où c'est à la base une émission de radio qui fait du documentaire, du réel, et qui est devenu un podcast, enfin qui est aussi podcasté et qui fait consensus, si tu veux, sur la qualité de son contenu, etc. Et c'est un livre qui est passionnant, qui est hyper facile à lire, même si on n'est pas archi bilingue en anglais, qui donne des conseils de production, de montage, de mixage, d'angle, et je l'ai relu il y a pas longtemps et je trouve absolument passionnant. Merci beaucoup Anne-Fleur pour tout ce que tu viens de partager. Vous qui nous écoutez, si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'écouter aussi le partage d'expérience d'Anne-Fleur autour de l'outil qui a changé sa vie de podcasteuse. Je vous préviens, elle décrit en détail son utilisation de Calendly et spoiler alert, ça vaut le détour. 2 choses que je retiens de cet épisode, c'est simplicité, que le compliqué, c'est pas forcément quelque chose d'efficace, et progressivité. On peut commencer sur quelque chose qui est très limité et qu'au fur et à mesure, on teste pour l'améliorer et se construire une organisation sur mesure par rapport à la façon dont on travaille et par rapport à nos projets. Bon, j'espère que cet échange t'a été utile. Si c'est le cas, viens nous le dire à Anne-Fleur et à moi sur Instagram. Tu trouveras tous les liens dans la bio. Et on sera ravis de prolonger la discussion avec toi. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.